On sait maintenant ce que les Français ne veulent pas, pour les raisons que vous avez dites. Ils ne veulent pas du Rassemblement national. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Mais alors, je pense qu'ils ne sont pas tous d'accord entre eux et qu'ils sont très divisés. J'avais écrit un livre qui s'appelle L'Archipel français, donc on y est, on est une société qui est fragmentée. Si on retourne un peu dans l'histoire, vous vous souvenez, sous la 4e République, en 1951, il y a une loi qui est votée, une loi électorale qui s'appelle la loi des apparentements, ce qui permet aux forces, donc on était sur un scrutin à la proportionnelle, et ce qui permettait aux forces déjà du bloc central, les socialistes, les radicaux, la démocratie chrétienne, de faire barrage aux gaullistes et aux communistes avec un système qui donnait une prime très forte aux listes qui s'étaient apparentées. Quelque part, ces désistements ont abouti à à une configuration un peu identique, avec aujourd'hui cette chambre, comme on disait à l'époque, qui est ingouvernable. Rappelons que Emmanuel Macron a déjà eu, on l'a vu, c'est pour ça qu'il a dissous, beaucoup de difficultés à mettre en œuvre son programme avec 240 sièges, 245 sièges. Et donc là, aujourd'hui, il n'y a pas de majorité qui se dessine clairement. On va laisser du temps au temps. Les tractations ont commencé. Alors, d'aucuns, si on reprend l'image ou la comparaison de la 4e République, ont commencé à dire si on écarte les Insoumis et le Rassemblement national, il y a une majorité en nombre de sièges. Mais ça, c'est une majorité mathématique. Est-ce qu'il y a un accord électoral pour faire vite de Laurent Wauquiez à Madame Tondelier ? On attend de voir comment une telle coalition pourrait travailler. Est-ce que autour du bloc central, une partie des gens de droite et une partie des gens de gauche accepteraient de faire un gouvernement minoritaire? Ça va être toute la question. Alors, vous nous dites que on ne sait pas très bien ce qu'ils veulent, les Français, malgré tout. On arrive à un paysage très, très morcelé. Est-ce que vous diriez que quand même on a créé de la frustration hier ? Et que peut-être on va en créer encore si Emmanuel Macron arrive à trouver un Premier ministre qui ne représentera pas ce paysage morcelé. Mais déjà, le Rassemblement national, des millions d'électeurs qui sont prononcés. 10 millions et demi au premier tour. 10 millions et demi. Voilà, alors comment on fait avec ça ? On écoute juste Marine Le Pen hier soir qui disait notre victoire, elle n'est pas aujourd'hui, mais elle est différée. National est le parti politique qui est le premier de France. Il est aussi le premier parti en termes de nombre de députés. Et je vois surtout l'ensemble des ferments qui sont ceux de la victoire de demain. La marée monte, elle n'est pas montée assez haut cette fois-ci, mais elle continue à monter. Et par conséquent, notre victoire, en réalité, n'est que différée. Elle a raison. Alors, l'avenir le dira. Là, elle est dans son rôle. Il ne faut pas, comme on disait jadis, désespérer Billancourt. Donc, il faut bien qu'elle dise à ses électeurs, à ses militants, ce qui est vrai, nous avons progressé. Il passe de 88 à 140 sièges. Ah ouais. Mais c'est beaucoup moins que ce qu'ils espéraient. Et comme disait Laurent Geoffrin, il y a quand même une réalité qui est évidente. C'est qu'aujourd'hui, ce parti suscite toujours un rejet majoritaire qui, quand il se met en place, barre la route au Rassemblement national. Alors, est-ce qu'il y a de la frustration dans cet électorat, manifestement ? Puisque on est sorti en tête. Ils y ont cru. On est sorti en tête des européennes, au premier tour des législatives. Et là, avec ce retournement du fait des désistements et du Front républicain, une nouvelle fois, la route nous est barrée. La frustration, le ressentiment va, dans cet électorat, se diriger vers ce qu'on appelle chez eux le système politico-médiatique qui aurait barré la route. Mais, comme disait Laurent Geoffrin, je pense qu'il y a aussi, pour ceux qui sont les plus lucides dans cet électorat, du ressentiment et de la frustration à avoir vis-à-vis de leur chef et de leur appareil qui n'étaient pas prêts. Rappelez-vous que le Rassemblement national avait dit, nous, on a mis en place ce qu'on appelle le plan Matignon, qui fait que toutes nos équipes sont prêtes pour aller à Matignon, que les premiers textes de loi sont déjà rédigés, il ne manque plus une virgule. Et quand on a vu le degré d'impréparation au sommet de ce parti, y compris sur le territoire, avec des candidats qui avaient des passés, on va dire, sulfureux, qui n'étaient pas capables de dérouler un programme, d'avoir des arguments, de débattre. Ça, on va dire, ça, c'est les candidats de base, mais même les cadres chevronnés sur vos plateaux ont montré qu'ils n'étaient pas prêts. Et donc, on est dans cette... Ils ont changé 3 fois de programme, quand même. Il va y avoir des règlements de compte à Hockey-Coral, là, au sein du RN, à votre avis ? Louis Alliot a dit ce matin qu'un examen de conscience au RN s'imposait. Donc, pour revenir sur ce que vous disiez, avec lequel je suis en accord, il y a effectivement
il y a eu un problème dans l'entre-deux tours sur la qualité à la fois des candidats, la réalité du programme qui a tellement changé qu'on n'y revenait pas, plus des fautes stratégiques, notamment, et c'est au RN qu'ils le reconnaissent évidemment, la binationalité qui a contribué à durcir un certain nombre d'électeurs. Décidément, ils ont du mal avec les seconds tours au Rassemblement national, ça brille. Hein ? C'est vrai, et d'ailleurs, l'un des arguments de Marine Le Pen était de dire, mais regardez, maintenant tout a changé dans le second tour, puisque en 2022, les sondeurs avaient prévu une quarantaine de députés pour le Rassemblement national, et on était finalement plus de 80, plus de 85 à l'arrivée. Donc, elle pensait que ça allait dans ce sens-là, mais on voit bien ce qui s'est passé aussi. C'est-à-dire qu'à force de vouloir être crédible, à force d'essayer de dire on a un programme qui est prêt, c'était pas le cas, on a des candidats qui sont prêts, c'est pas le cas, Jordan Bardella, à force de dire moi, Premier ministre, parce que c'était un peu ça, même s'il n'utilisait pas l'anaphore, les Français qui ne voulaient pas du RN se sont projetés dans la possibilité d'un État, ce qu'on appelait un État RN. Ils se sont dit, voilà ce qui va changer. Donc ça a pu beaucoup jouer dans le front républicain. C'est-à-dire que hier, on s'est posé la question toute la journée de cette participation, à qui elle allait profiter. Et on voit bien que c'est les anti-RN qui se sont réveillés pour dire non, c'est pas possible, ils sont trop près du pouvoir, il faut faire quelque chose. C'est Marine Le Pen ou c'est Jordan Bardella qui reconstitue le plafond de verre ? Je pense que c'est les deux. Les deux. Comme disait Sosie Kemener, c'est surtout les résultats du premier tour qui ont, contrairement au scrutin législatif de 2022, matérialisé la victoire possible du RN. Et donc a provoqué. Mais regardez comment, déjà au soir des européennes, quand Emmanuel Macron annonce la dissolution, en 24 heures, l'ensemble de la gauche qui s'était déchirée pendant les européennes fait front commun et décide de mettre sur pied le nouveau Front populaire. Et comment, dans les 48 heures après le premier tour, des centaines de candidats, ce qui est énorme, ont été retirés pour faire baraque. Donc les états-majors ont joué leur rôle et les électeurs se sont massivement mobilisés. Songeons que quand on est sur des duels au second tour avec des candidats qui se sont retirés, normalement l'abstention monte, parce que beaucoup d'électeurs se disent « nous sommes orphelins, il n'y a plus notre candidat ». On ne va pas les voter. Et pour autant, la participation est du même ordre au premier tour. Ça veut dire que beaucoup de ces électeurs ont dit on applique les consignes et on va faire front républicain. Voilà, on va le voir sur ce tableau-là. Effectivement, quand la projection IFOP au soir du premier tour, c'était jusqu'à 270 sièges. Le point d'arrivée, c'est 143. Donc c'est quand même une énorme déception. C'est une claque, comme l'écrivent les Échos. La question, c'est que quand même, il y a 143 sièges. Quand même, il y a eu 33% européennes, 35% au premier tour des législatives. Que faire ça fait quand même des thèmes... J'ai calculé peut-être un chiffre près, mais ça fait 20 fois, depuis que le RN a émergé comme une force nationale, et 20 fois qu'ils perdent un scrutin national. Oui, mais alors on dit ils vont finir par gagner. Que faire des thèmes ? Ça fait beaucoup quand même. Vous l'avez 3 I. Vous aviez dit, il y a 3 I qui portent l'électorat. Inflation, immigration, insécurité. 3 I. Que faire de ces 3 thèmes ? Est-ce que ceux qui gouvernent demain doivent impérativement prendre en compte les aspirations sur ce plan-là ? C'est pas tellement dans les programmes de gauche, par exemple, l'immigration et l'insécurité. Que faire des thèmes Pardon ? Non, la sécurité, c'est pas... Enfin, excusez-moi. L'insécurité. L'insécurité, il y a un programme à gauche. Il y a des augmentations d'effectifs, il y a des nouveaux services qui sont créés. Enfin, ils ne sont pas muets sur la question. C'est différent sur l'immigration, parce qu'il y a une augmentation de la qualité de l'accueil, qui est une bonne chose, mais il n'y a rien du tout sur les entrées. Alors, c'est les entrées qui créent l'inquiétude des Français. Mais on voit bien aussi que l'un des thèmes qui était revenu majeur, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, Jérôme Fourquet, mais j'ai eu des études qui disaient que le pouvoir d'achat, autant on parlait beaucoup d'insécurité et d'immigration pendant la campagne des européennes, mais que dans cet entre-deux-tours, c'est le pouvoir d'achat, parce qu'on a beaucoup parlé des mesures des uns et des autres qui a grimpé. Donc la question, c'est que va répondre le nouveau ou la nouvelle Première ministre à cette question-là, et que va faire de la majorité sur le pouvoir d'achat. Et ça, c'est un sujet qui est et de gauche et de droite. Alors, il peut y avoir une réponse de gauche et du centre. Il peut y avoir une réponse globale sur cette question précise. En l'occurrence, le nouveau Front populaire dit que son premier, s'ils arrivent à Matignon, s'ils sont appelés à Matignon, le premier mouvement, c'est un choc de pouvoir d'achat avec leur proposition, c'est-à-dire le SMIC à 1 600 € et l'abrogation de la réforme. Alors justement, etc.